Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Etc. Et c'est déjà la saison 3. Wouhou! Ici, je vous propose une bulle de respiration, un petit bonbon à picorer en voiture, dans le train, en faisant la cuisine ou ce que vous voulez. Ce podcast est à consommer sans modération. Il n'y a pas de limite à se faire plaisir. Pour ma part, je m'appelle Pauline, je suis queer, j'ai 37 ans. Je suis une personne grosse, pansexuelle, demisexuelle et panromantique. Je suis aussi handicapée par la fibromyalgie et j'utilise un fauteuil roulant électrique pour me déplacer en extérieur. Ici, ma ligne directrice est un format d'interview de personnes queer qui nous racontent des histoires positives. Parce que oui, on peut être queer et être heureux ou heureuse. Ah oui, et queer, ça veut dire pour moi hors de la cis-hétéronormativité et accessoirement en lutte contre le patriarcat. Si l'épisode vous a plu, parlez-en autour de vous, ça pourrait faire du bien à une ou un proche. Dans l'épisode du jour, je reçois Juliette, c'est une amie de jeu de rôle. Nous avons enregistré cet épisode il y a 5 mois. J'ai pris beaucoup de retard dans le montage pour plein de raisons, on ne va pas s'attarder là-dessus. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de grossesse et de queerness. Aujourd'hui, bébé Salamèche va très bien, entouré de ses 2 incroyables mamans. C'est parti, remontons le temps ensemble. J'espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie. J'ai rencontré mon invitée autour d'une table de jeux de rôle. Elle y jouait Scarpette, une libraire sexy dans un univers fasciste que nous combattions ensemble à coups de paillettes. Vous avez déjà entendu Bastien, qui était un de nos maîtres du jeu. Un jour, comme par magie, nous avons appris qu'un nouveau ou une nouvelle joueur ou joueuse s'était joint à nous. Et oui, elle avait créé la vie. Je sens que cette discussion va être très chouette. Bonjour Juliette. Coucou. Est-ce que tu veux bien nous dire ton prénom et tes pronoms, s'il te plaît ? Alors Juliette, pronom elle. Très bien. Où est-ce que tu te situes dans la queerness, dans notre grande famille choisie LGBTQIA+, en ce moment ? Ma queerness, je la reconnais majoritairement dans le fait d'être ace, donc asexuelle, et panromantique. Ok, ça marche. Est-ce que tu veux bien définir asexuel pour les gens qui ne sauraient pas ce que c'est ? Ouais, bien sûr. Alors, asexuelle, en tout cas, bon, je ne sais pas à quel point c'est la définition officielle ou quoi, mais pour toi, la façon dont moi je m'y reconnais, c'est que j'ai absolument aucun désir sexuel. Du coup, j'ai pas envie d'avoir de rapport sexuel, ça m'intéresse pas. Okay. Assez simplement. Mais on n'est pas que queer. Donc, comment tu te définirais en tant que personne ? Avec plein de mots. Je dirais que déjà, en termes de ce qui façonne un peu mon identité quand même, je suis une personne grosse, je suis une personne avec des troubles du comportement alimentaire. Okay. Je suis une personne qui se remet d'une dépression. Mais je suis aussi une personne drôle, loyale, généreuse, forte. Actuellement, une femme enceinte. Et une partenaire et une maman de 2 animaux à fourrure complètement tarés. Qui sont un chat et un chien. Qui sont un chat et un chien, tout à fait. Non, mais ça aurait pu être un ours, une loutre, tu vois. Ouais, mais flemme. Je viens de dire que j'étais enceinte. Imagine, enceinte avec un ours à la maison. Je sais pas, à fourrure, ça peut être plein de trucs. C'est vrai. Un chat et un chien. Ça marche. Un chien qui se prend un peu pour un loup et un chat qui se prend un peu pour un tigre. Mais ça marche. Est-ce que tu veux bien nous dire ce que tu fais dans la vie et comment tu occupes tes journées ? Alors moi, je suis à mon compte dans un truc très chiant et très capitaliste. Donc, je suis pas certaine que ça vaille le coup d'en parler plus que ça parce que c'est surtout alimentaire. Okay. Donc, comment j'occupe mes journées ? De manière générale, j'ai la chance de ne pas pouvoir travailler beaucoup et d'être quand même plutôt bien rémunérée parce que le capitalisme. Donc, à côté de ça, je vais beaucoup consommer du contenu jeux vidéo. Okay. Je vais beaucoup jouer aux jeux vidéo, lire, parce que je suis une assez grande nerd. Et puis, je vais avoir des phases, que ce soit de point de croix, de tricot, des phases un peu plus créatives. Ok, trop bien. Et de l'associatif, pardon. Ok. Et alors, je vais rebondir après sur tes jeux vidéo et ta lecture parce que j'aime beaucoup tout ça. D'abord pour les associatifs. Dans quel type d'association tu te diriges ?
Alors, jusqu'à l'année dernière, c'était majoritairement des associations de soutien scolaire. Ok. Parce que, en fait, pendant 1 an, j'ai essayé d'être maîtresse d'école. Ok. Bonne idée, j'ai commencé en 2020. Bah oui. Ultra bonne idée. Et en plus, j'avais une dépression et un bon burn-out sous-jacent. Et donc, ça a été très dur parce qu'en fait, le métier d'enseignant est ultra dur. Donc, j'ai pas réussi à gérer. Par contre, ce que j'ai vu de cette année d'enseignement, c'est qu'il y avait un vrai manque de moyens et que donc tout ce qui était associatif pouvait vraiment aider les enfants quand il y avait ce manque de moyens. Donc, j'ai voulu aider là-dessus. Ok. J'ai mis cet aspect-là en pause après les élections législatives de l'année dernière, quand j'ai vu que il a fallu faire un choix et pour moi l'urgence c'était d'aider les populations queer. Parce que bon, je pense qu'on va en parler, mais moi je suis queer, ma compagnie est queer et on a peur. Donc depuis je fais des formations pour travailler dans le centre LGBT où on s'est rencontrés. Ok, trop bien. Donc j'ai fait la dernière formation assez récemment pour faire de l'accueil. Ok, génial. Trop bien. Pas commencé encore, mais... Ouais, non, c'est super. Puis cet asso où on s'est rencontrés, du coup, c'est une asso donc, d'une grande ville qui est qui touche un très large public. Ouais. En fait, absolument. C'est un centre LGBT. Donc c'est pas juste une asso LGBT du coin, c'est un vrai centre LGBT. Quelles sont tes passions et comment tu te ressources? C'est ma prochaine question, mais du coup, tu as déjà parlé de jeux vidéo et de lecture. Est-ce que tu as envie de nous name drop certains de tes jeux? Carrément. En type de jeu, moi je suis très jeu cosy. Ok. Donc ça va être les Sims. Ok. Ça va être Stardew Valley. Oui. Ça va être Animal Crossing. Bon, un peu la flemme en ce moment parce que ça fait 5 ans que ça bouge pas. Ouais. Il y a un jeu ultra drôle que tu t'attendrais pas à ce qu'il soit aussi drôle, c'est Graveyard Keeper. Ça me dit quelque chose, ça. T'es un gardien de cimetière, mais tu fais de l'automatisation avec des zombies. Enfin, c'est génial, c'est n'importe quoi. C'est absolument n'importe quoi. Ok. Et puis sinon, j'ai pas mal de petits jeux sur ma Switch, etc. Et puis donc, soit je vais y jouer, soit je vais regarder des gens y jouer, parce que j'aime bien aussi cet aspect-là. Ok. Ça, je trouve ça trop bien. En autre jeu, d'ailleurs, il y a, alors un peu moins cosy, tu vas avoir Don't Starve Together, qui est génial, mais bon, qui est pas du tout cosy parce que c'est de l'anxiété plus. Et Oxygen Not Included aussi. Et ça, c'est pareil, c'est un jeu que j'adore. C'est par les mêmes éditeurs que Don't Starve. Ok. Mais en fait, il faut tellement réfléchir que je préfère regarder les gens réfléchir parce que moi, au bout d'un moment, je sais plus faire. Ouais, panique. C'est ça, c'est genre parce qu'en fait, t'as une colonie et tu dois genre penser à leur oxygène, à leur nourriture, mais aussi à leur électricité. Et tes câbles doivent pas être trop machin et trucs. Et je dis, quoi? Du coup, je regarde les gens réfléchir et je trouve ça trop chouette. Trop bien. Parler un peu de livres aussi, du coup. Est-ce que tu as quelques livres à nous recommander? Alors, moi, je suis très fiction SFFF, donc science-fiction, fantasy, fantastique. Ok. Mes sagas de toujours, que je vais relire tous les ans tellement j'en ai besoin parce que c'est confort et c'est doudou, ça va être Le Seigneur des Anneaux. Ok. Ça va être La Croisée des Mondes. Oui. Et pendant très longtemps, mais bon, de moins en moins, et c'est une distinction qui est dure à faire, enfin, c'est une séparation qui est dure à faire, Harry Potter. Ouais. Parce que j'ai adoré, et puis en fait, l'autrice étant ce qu'elle est, ça devient très... C'est une vraie dissonance aujourd'hui de consommer du Harry Potter pour moi. Et c'est super compliqué parce que pour un peu de contexte, du coup, J.K. Rowling, c'est une meuf ultra transphobe. Absolument. Et elle finance des associations transphobes et c'est hardcore. Elle a vraiment pris position sur des trucs hardcore. Et elle tombe de plus en plus dans l'extrême droite de manière générale. Enfin, il y a vraiment un pipeline. Ouais. Et moi aussi, j'ai grandi avec Harry Potter, je l'adore. Et moi, je me fais l'intégrale vidéo de tous les films une fois par an à peu près. Bah ouais, c'est ça. Pareil, les films, les livres. J'ai un tatouage qui référence Harry Potter. Enfin, c'est... Du coup, j'essaie de trouver d'autres séries pour compenser. Ouais. Donc, parce que là, je t'ai donné Le Seigneur des Anneaux et La Croisée des Mondes. C'est des trucs que je lis depuis... La Croisée des Mondes, j'ai lu ça quand j'étais en CM2. Et je le relis tous les ans. T'as La Terre fracturée. De N.K. Jemisin, qui est super bien parce que c'est une autrice non blanche. Il y a du queer, donc c'est parfait. L'Ancillaire, enfin la trilogie de l'Ancillaire, je crois, qui par Anne Leckie. Donc là, c'est de la science-fiction.
la question du genre est vachement questionnée. Ok. Et donc ça, c'est des trucs très chouettes. C'est écrit par des femmes. Ouais. On adore. Puis c'est pas, ça se veut pas queer, mais c'est dans un contexte où genre, en fait, la queerness existe, donc on la fait exister. C'est ça. Et on aime. Carrément. Et je rebondis sur Harry Potter et tu vois, genre, là, les bouquins, je les ai mis au fond de ma bibliothèque et mon enfant de 6 ans et demi les a trouvés. Ouais. Parce qu'elle, déjà, elle aime bien fouiller dans la bibliothèque et ce que j'adore chez elle, j'adore qu'elle fasse ça. Et en fait, elle est tombée dessus. Puis tous ses copains doivent les avoir lus. Ouais, c'est ça. Pas forcément lus, mais il y a beaucoup de goodies aujourd'hui, Harry Potter. Bien sûr, c'est partout. C'est un truc de fou. Enfin, quand c'est sorti, il y avait beaucoup moins de hype goodies et tout ça. Aujourd'hui, il y en a vraiment partout. Ouais. Et ça m'embête. J'ai revu Bastien et Galahad. Et du coup, je leur ai posé cette question. Ouais. Je sais, qu'est-ce que je pourrais faire lire à mon enfant à la place d'Harry Potter. Ils m'ont donné des super conseils. Alors, j'ai reçu Terre-Mère. Trop bien. Ouais. J'aime beaucoup Terre-Mère. Terre-Mère. d'Ursula Le Guin. Ouais. Reçu Percy Jackson. Que j'ai moins lu, mais oui. Ouais. Et puis c'est vrai, Galahad était génial sur les bouquins, donc je pense que c'est une bonne personne à qui demander. Carrément, elle est trop calée. L'éveil des sorcières, c'est de Cordelia. D'accord. Donc le volume 1, c'est l'apprentissage de Nora. Et c'est déjà très très beau. D'accord. Donc je vais commencer ça avec mon enfant très bientôt. Du coup, je rajouterais La Croisée des Mondes. Oui. C'est probablement un peu jeune pour un enfant de 6 ans et demi, mais en même temps, tu as différents niveaux de lecture. Pour moi, c'est un peu comme un Miyazaki, en fait. Ouais. Chacun y trouve ce qu'il veut. Et un truc que j'ai lu relativement récemment, et je me suis dit, j'aurais aimé qu'Harry Potter ce soit ça, c'était... alors, j'ai plus le titre en français, je suis désolée, je suis quelqu'un d'extrêmement désagréable, je lis en VO. C'est par TJ Klune, donc TJKLUNE, et c'est La maison au milieu de la mer céruléenne ou un truc comme ça. Ok. Et c'est génial. C'est tout doux. Un des commentaires, tu sais, les commentaires sur la couverture du livre pour donner envie, un des commentaires disait « C'est comme s'enrouler dans une couverture gay ». J'adore. Et c'est excellent. C'est vraiment ça, c'est tout doux. Trop bien. La série Autre monde de Maxime Chatham, incroyable. Très bien. En fait, je pense que ce qui m'a le plus frustrée avec Harry Potter, c'est ça a été écrit pour les communautés marginalisées. Ça se veut... c'est plus ou moins à droit, hein, évidemment. La version du racisme de Harry Potter de « Oh, ouais, mais c'est parce que tes parents, machin... » Enfin, ça n'a rien à voir. On ne peut pas comparer l'aspect Sandbourg versus l'aspect racisme. Donc, il y a plein de choses qui ne vont pas. Mais elle te fait quand même tout un bouquin sur... les loups-garous, c'est pas parce qu'ils existent qu'ils sont le mal. Tu préfères aller défendre des loups-garous que des personnes trans ? Enfin, les loups-garous n'existent pas, en fait. Ouais, c'est quand même ouf. Donc, c'est ça qui fait le plus mal. Et donc, ça fait plaisir, effectivement, de trouver d'autres choses. Mais du coup, vis-à-vis de ton enfant, je sais pas à quel point c'est gênant de les avoir lus dans la mesure où tu as quand même le contexte en arrière-plan de... je sais pas. Moi, mon objectif, c'est de plus lui donner d'argent. Donc, je n'ai pas pris les jeux vidéo, je vais pas aller au cinéma, je vais pas voir les films. Si je veux les regarder, je veux les pirater. Les livres, je les ai déjà. Donc, c'est ce genre de choses. Mais c'est une dissonance qui est énorme. C'est ça. Après, je suis d'accord avec toi, le but, c'est de pas lui donner d'argent, mais le problème, c'est que si je commence à les lire à mon enfant, en fait, elle est très goodies, ma fille. Bien sûr. Et là, c'est foutu, en fait. Et puis, tous ses copains vont avoir des goodies. Ouais, mais c'est ça. Ouais. Du coup, je préfère encore pas lui mettre le nez dedans, et on a la chance d'avoir des super autrices et auteurs d'autres choses, donc allons ailleurs, en fait. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Alors, sur les passions, donc on était sur jeux vidéo et lecture. Est-ce que tu as d'autres passions ? Point de croix, tricot ? C'est des activités que j'aime bien. Après, je sais pas à quel point... Je vais pas être aussi passionnée. Parce que la littérature, je suis vraiment passionnée. Enfin, sur genre Le Seigneur des Anneaux, par exemple, j'ai refusé de regarder la série qui a été faite sur Amazon parce que je suis tellement pointue sur le lore que genre tu me fais pas une série sur laquelle t'as aucun droit sur le lore parce que je sais que ça va être tout pourri.
Ouais. J'ai aucun problème avec le fait que tu mettes des personnages de couleur, etc. Ça, je m'en fiche royalement, c'est trop bien. Mais en revanche, juste invente pas une histoire. En fait, ce qui m'énerve, c'est... Je pars très vite dans ces sujets-là et ça n'a plus rien à voir. Mais ça m'énerve qu'il y ait des auteurs queer et des auteuristes queer qui fassent des super séries et qu'on continue à refaire les mêmes franchises depuis des millions d'années. Ouais. Donc du coup, je vais être très passionnée dans ma façon de parler des choses que je connais, qui sont donc ces auteurs-là. Ouais. Mais sinon, en termes de passion, il y a la musique quand même. Ouais. J'en ai fait pendant très longtemps. J'ai fait du piano et du basson. Ok. Et j'ai fait de la chorale pendant des années. Ensuite, tu pars en études supérieures, tu pars de chez toi, etc. Donc ça, c'est un peu... J'en ai fait moins, mais j'aime toujours chanter sous la douche et dans la voiture. Et puis écouter des trucs émo. Ma playlist aujourd'hui, c'est quasiment la même que ma playlist quand j'étais au lycée. Ouais. C'est Sum 41. C'est Avril Lavigne moins, parce que maintenant, je me rends compte à quel point les paroles sont ultra pick me quand même. J'avoue. Donc des fois, ça fait un peu mal. Genre, t'écoutes Skater Boy et t'es là, genre, non, je peux pas cautionner. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc, je cherche d'autres trucs, mais ouais, musique, ça remet toujours un peu en place, quoi. J'ai des phases d'écriture aussi. Mais... Trop bien. Chorale. Il y a des super chorales féministes qui se montent un peu partout. Ah ouais? Ouais. Ok. Trop bien. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton coming in quand tu as compris ton identité de genre et ou ton orientation sexuelle? Ouais, bien sûr. Alors, j'ai toujours su que le sexe, pour moi, c'était compliqué. Outre l'aspect, la libido, c'était vraiment complexe. Enfin, je veux dire, j'avais de la libido que quand j'étais bourrée. Et en plus, j'ai des problèmes de vaginisme depuis que j'ai essayé. Donc, ça a toujours été très complexe. Et j'ai été exclusivement dans des relations hétéros. Et ça m'a mis... je pense que ça a beaucoup participé à ma dépression, cette idée de je dois avoir des relations sexuelles avec mon partenaire. Du coup, ça met une pression énorme. J'avais un ex qui m'avait demandé de mentir à mes potes pour faire genre qu'on avait quand même couché ensemble parce que ça reflétait mal sur lui. Toutes les fois où j'essayais, j'avais l'impression de me forcer. J'ai réalisé il y a genre 6-7 ans qu'en fait, toutes les fois où j'ai essayé, je l'ai quasiment vécu comme un viol parce qu'en fait, j'en avais pas envie. Ouais. Et donc, avec ma compagne actuelle, c'était compliqué. Et en fait, ma compagne a fait sa transition en tant que femme trans pendant notre relation, donc sur les dernières années. Et quand elle a pris ce temps d'introspection pour elle, ça m'a aussi, d'une certaine manière, parce que je savais que la sexualité existait, je voulais juste pas que ce soit moi. Parce qu'il fallait cette idée hétéronormative de il fallait avoir des relations sexuelles, pénétration dans le couple, etc. Et puis, donc, elle a fait son coming in. Et moi, ça m'a fait réfléchir aussi. Et en fait, à un moment, je me suis dit, mais en fait, j'ai juste pas envie. J'ai juste pas envie, donc je dois être ace. Et ça m'est tombé dessus, et on était toutes les deux, et j'ai pleuré. Et en fait, ça a été vraiment une libération. Ouais. Parce que c'était quasiment 15 ans d'un poids de « il faut que je fasse quelque chose, mais j'en ai pas envie ». Ouais. Et donc, depuis que je sais, c'est juste un crin. Parce que j'ai plus besoin de me forcer. Ma compagne, à la fois, est très compréhensive, mais en plus, entre guillemets, j'ai l'avantage que là, elle est en début de transition, entre guillemets, donc la libido, c'est plus compliqué aussi quand tu es sous traitement hormonal. Et puis, bon, pour elle, le sexe, c'était... c'est aussi quelque chose qui change vis-à-vis de sa transition. Donc, en fait, on construit notre sexualité toutes les deux et ça n'a plus besoin d'être hétéronormatif. Et du coup, ça a enlevé un poids que je ne savais même pas que je portais, en fait. Et ça fait 10 ans que vous êtes ensemble. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble, ouais. Et ça, c'est super, la sexualité qui évolue. Moi, je trouve ça incroyable. Ouais, elle avait toujours été extrêmement compréhensive. C'était juste dur de cacher la frustration. Ouais. Elle essayait vraiment pas de me la faire porter, mais toi, tu sais, en plus, surtout quand tu as cette culpabilité à l'intérieur de toi, t'as besoin de quelque chose, je ne peux pas te le donner. Puis c'est la culture de la société qui nous... C'est totalement la société qui est comme ça aussi. On a fait nos coming in à 6 mois
d'intervalle, elle d'abord et puis moi ensuite. Et ça a juste... on est reparti sur des bases de OK, on est enfin 100% nous-mêmes. Ouais. Et c'est juste top, en fait. Enfin, c'est incroyable. C'est trop bien. C'est trop bien. Et du coup, avant sa transition, est-ce que tu te considérais comme une personne hétéro ou déjà comme une personne pan? Alors, avant sa transition, je savais que j'étais pas 100% hétéro. Okay. Dans la mesure où j'ai toujours trouvé que les femmes, c'était un peu incroyable. Mais c'est aussi plus compliqué. Enfin, en fait, je me suis pas trop posé la question parce que comme j'avais pas d'envie sexuelle, je me sentais ni attirée par les hommes ni par les femmes. Et en fait, c'est pour ça que je me vois comme point romantique. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment vu avec sa transition. C'est qu'en fait, c'est la personne que j'aime. Ouais. Et que t'es un zizi ou une zézette, c'est toi que je veux dans ma vie, en fait. Donc, ça m'a aussi permis de prendre ce recul-là et de me dire, ouais, non, je suis pas une personne hétéro. En fait, je m'étais pas posé la question parce que j'ai un gros privilège qui faisait que, quoi qu'il arrive, j'ai un passing. Donc, c'était pas grave de pas savoir. Et puis, je viens d'une famille qui est quand même très ouverte sur ce sujet-là. Donc, c'était pas grave, en fait. Que je sois hétéro, que je sois bi, que je sois queer, que je sois pan. J'ai aussi un très gros privilège là-dessus. Merci pour toutes ces explications. C'est hyper clair et c'est hyper généreux parce que c'est intime ce que tu nous racontes. Du coup, c'est vraiment super. Merci. Je t'en prie. Ouais, je me sens hyper privilégiée de pouvoir aborder ces questions-là parce que c'est pas tous les jours qu'on les aborde et en plus avec quelqu'un que j'apprécie, voilà, c'est trop cool quoi. C'est pas tous les jours qu'on parle de sexualité avec ses potes, tu vois. C'est clair, puis là c'est vraiment une discussion. Je pense que c'est aussi le contexte dans lequel on s'est rencontrés. Ouais. Et puis on est grande maintenant. Oui, c'est ça, c'est ça. Et j'en parle dans plusieurs épisodes, mais c'est aussi ce podcast. Ça me permet de faire des rencontres de personnes cool et ça aussi continue des relations avec des personnes cool que j'ai rencontrées avant. Carrément. Et en fait, c'est pas tous les jours que, en dehors du podcast, j'aurais pas trop de raisons d'aborder ces sujets-là. Ouais, il n'y a pas de contexte. Ouais. On en avait parlé rapidement parce que ça avait un petit impact dans le jeu de rôle qu'on faisait. Ouais. Et puis comme c'est un jeu de rôle qui était dans le cadre d'une association LGBT, on avait un peu partagé sur nos différentes queerness. Et toi, t'es queer comment, toi? Ouais, c'est ça. Sur nos différentes queerness. Et puis j'avoue qu'en plus, moi, j'ai absolument aucun souci à en parler parce que c'est important et en fait, j'ai pas envie. Je me dis, s'il y a une personne qui se retrouve pas dans la même PLS que moi juste parce qu'elle a entendu une histoire positive sur la sexualité, c'est assez ouf. Ouais. Et puis, il y a aussi le côté de... Alors, je suis quelqu'un d'assez expansif, même si dans les faits, je suis super timide. Donc, en fait, je suis expansif par... Quand t'es en confiance, peut-être? Non, justement, c'est parce que je suis pas en confiance que je vais être expansif pour cacher. Ok, voilà. Je comprends. Par camouflage, entre guillemets. Et arriver dans un contexte d'un RP, d'un JDR queer, avec des personnes majoritairement queer, j'avais un peu... C'est comme si j'avais besoin de prouver que j'avais... je suis pas juste une alliée, je suis aussi partie. C'est un peu débile, mais du coup, c'est vrai que... J'en parle, j'ai pas de soucis. Puis ça, je pense qu'on va rebondir là-dessus aussi, mais ça faisait partie du sujet de... c'est une des raisons pour laquelle je suis enceinte via une PMA. Parce que du coup, depuis le début, je suis enceinte, mais j'aime pas le sexe. Comment ça marche, les bébés? Je suis enceinte, mais ma meuf est sous hormones. Et c'est super intéressant. Alors, comment on fait les bébés quand on est asexuel avec une personne en transition? Alors déjà... on se pose plein de questions de est-ce que c'est bien toujours ce qu'on veut ou est-ce que ça fait partie des milestones que nous donne la société. Et une fois qu'on s'est rendu compte que c'était toujours ce qu'on voulait, nous on a été... en fait, j'avais trouvé ma gynéco du fait que j'avais un vaginisme. Ouais. Donc j'avais trouvé une gynéco experte là-dessus. Et puis donc progressivement, on a fait rentrer dans la conversation la sexualité, la transition de ma conjointe. Et le fait qu'on voulait quand même avoir des enfants, parce que cette gynéco-là est aussi sur tout ce qui est fertilité. Okay. Et du coup, on s'est dit, on va tenter la PMA. Parce qu'on a cette chance d'être dans un pays qui continue à rembourser quand même majoritairement. Bon, alors,
La question de la PMA avec une personne trans est un sujet problématique et complexe parce qu'en fait, il n'est pas du tout défini dans les textes. Et donc, c'est un peu à l'appréciation des médecins et les médecins ont un peu peur, etc. Mais on est tombé sur une équipe super. Ok. Donc, comme ma conjointe avait fait un dépôt de gamètes au début de sa transition avant de commencer les hormones, on en a récupéré une partie. On a dit on va faire insémination d'abord. Ok. Donc, parce qu'un parcours PMA, c'est d'abord, je crois, 3 inséminations qui ont 20 à 30% de chances de prendre. Et après, si tu réussis pas sur les inséminations, tu passes sur une FIV, donc fécondation in vitro, où en fait non, c'est pas le fœtus, c'est l'embryon. Voilà. Ouais. L'embryon est fabriqué entre guillemets à l'extérieur et ensuite mis à l'intérieur de l'utérus. Et donc nous, on a eu de la chance parce que la deuxième insémination a pris. Waouh. Et c'était assez incroyable. Et jusqu'à la fin de mon premier trimestre, je voulais pas y croire parce que j'ai jamais eu de chance sur tout ce qui était appareil reproductif et tout. Donc, et puis, c'est seulement la deuxième fois de ma vie que j'avais la possibilité d'être enceinte parce qu'avec mon vaginisme et tout. Donc en fait, c'est assez incroyable. C'est trop bien. C'est trop bien. Et donc voilà, donc, la clinique qui nous suit est vraiment très bien. La question de la transition de ma conjointe, ça a été faisable aussi parce qu'elle n'a pas encore changé son marqueur. Ok, sa civilité. Son marqueur de civilité, tout à fait. Une fois qu'elle l'a changé, si on veut refaire quelque chose, ce sera beaucoup plus compliqué parce que du coup, il faudrait peut-être que je le fasse en tant que femme célibataire ou quoi. Enfin, c'est vraiment... La loi n'est pas faite pour les personnes trans. Mais à ce stade, parce qu'elle n'est officiellement dans les papiers pas une femme trans, pas encore, ça l'a fait. Ouais. Et là, la difficulté que vous avez aujourd'hui, si tu veux bien nous en parler, oui, bien sûr. C'est soit elle reconnaît l'enfant en tant que père, soit elle l'adopte. C'est ça. Et en fait, on a fait la reconnaissance du coup. Ouais. Donc, elle le reconnaît en tant que père. Ça m'emmène sur un sujet qui est très chouette et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait de la géolocalisation, mais notre mairie est vraiment très très bien. Et quand on est allé à l'état civil, les personnes avec lesquelles on a interagi ont vraiment fait de leur mieux pour essayer de trouver une solution avec nous. Ouais. Et à continuer à chercher. Donc là, à ce stade, le papier de reconnaissance dit que le père reconnaît l'enfant. C'est comme ça que c'est fait dans la loi. Les couples homosexuels, en fait, en théorie, un couple homosexuel ne peut pas avoir d'enfant biologique. Donc, c'est forcément une adoption. Nous, on est dans une situation où on est dans un couple homosexuel avec un enfant biologique. Et donc ça, c'est pas pris en charge dans le contexte de la loi. Donc, l'idée, c'est que là, elle a fait une reconnaissance et puis on verra comment on peut changer les papiers une fois que son marqueur de civilité est changé. Ouais. Et ça a créé une grosse dysphorie chez elle. Après, et c'est là où je suis vraiment contente des gens avec qui on a travaillé dans notre mairie. Enfin, on a pu voir que, contrairement à l'impression qu'on peut avoir, le système n'était pas contre nous. Les personnes qui représentaient ce système essayaient vraiment d'être avec nous. Ça, c'est super cool. C'est super, parce que c'était pas forcément des personnes particulièrement informées, tu vois, c'était des personnes qui sont un peu plus vieilles que nous, donc on est toutes les deux autour de la trentaine. C'était des personnes un peu plus vieilles que ça, mais pourtant, c'était OK. Comment on avance? Quelles sont nos options? Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais au moins, elles cherchent. Ça, c'est chouette. Ouais. Oh, c'est vraiment super. C'est important de porter ce message-là ici. Tu vois, ça peut bien se passer. Oui. C'est ça le podcast. Ça peut très bien se passer. Ouais. C'est rare, mais c'est d'autant plus important de le noter quand ça arrive. Ouais, carrément. Et en fait, le monde n'est pas aussi sombre que ce qu'essaie de nous faire croire une certaine partie des réseaux sociaux. Oui. Parce que là, on est quand même dans un contexte où tu as l'impression qu'être une personne trans, personne ne t'aime. Internet, c'est des chambres d'écho et même si tu as les réseaux sociaux les plus safe du monde, tu vas voir les commentaires des gens. Donc, c'est important de voir qu'en fait, la majorité des gens s'en foutent. Et ce qui est très bien, c'est ce qu'on leur demande en fait. Ouais. Donc, c'est ce qu'on appelle la majorité silencieuse, du coup, c'est ça, exactement, dans les réseaux sociaux. Ouais, tout à fait. Donc, merci aux gens qui font un effort, merci aux gens qui s'en foutent. Et personnes trans qui nous écoutent, on t'aime. Ouais. Sauf si t'es un connard, mais sinon on t'aime. Ouais, et c'est très bien parce qu'il y a aussi le truc de... On peut être une personne trans ou une personne queer et être con.
Ah oui, l'un n'empêche pas l'autre. Totalement, mais par contre, c'est important de ne pas faire de faire la distinction de c'est pas parce que tu es trans que tu es con. Oui. C'est juste fondamentalement, tu es trans, ça c'est ok, c'est parfait, c'est génial, mais par contre, t'es con, tout comme on peut être gros et con, handicapé et con. Bien sûr. Homosexuel et con, regarde notre ancien Premier ministre. Je sais plus à qui je parlais de ça. Ah c'est avec Bastien, encore une fois. On disait, Gabriel Attal, il est homo, mais il est pas queer. Non, en fait, ça pour moi, c'est le genre de personne. J'avais vu ça. C'est un truc qu'on voit surtout aux États-Unis, mais c'est ce côté genre, je suis le bon gay, ou je suis le bon trans entre guillemets, en mode, t'as l'impression que les extrémistes, ils vont pas te tuer quand ils vont arriver au pouvoir. Alors ils te tueront peut-être en dernier, mais ils t'aiment pas quand même. Ça sert à rien de te mettre de leur côté en fait, parce qu'ils t'aimeront pas. Au pire, ils te tolèrent. Et en fait, la tolérance, c'est de la merde comme concept. C'est clair. Parce que c'est genre, je tolère que tu existes. C'est horrible. Ouais, carrément. Ne prenons jamais la tolérance, prenons la bienveillance. Oui. Est-ce que tu pourrais nous raconter quelques-uns de tes coming out positifs ou le plus positif ? Du coup, le plus positif, c'était avec ma conjointe, parce qu'en fait, j'ai fait mon coming in, je lui ai fait le coming out directement après. J'ai pas forcément... tous mes coming out ont été extrêmement positifs. Dans les faits, les gens s'en foutent. Après, c'est aussi... Mes coming out, entre guillemets, ça a plutôt été d'annoncer aux gens qu'en fait, le partenaire qu'ils connaissaient était en fait la partenaire et que donc aujourd'hui, j'étais dans un couple non hétéro. Parce qu'en fait, la sexualité, c'est pas forcément un truc que tu vas partager. Ça va aussi avec le privilège on n'est pas reconnaissable dans la rue, tu vois. Mais par contre, il y a un coming out à faire sur l'aspect, on est deux nanas qui se tiennent la main et qui s'aiment très fort. Et là-dessus, ça a été nickel. Il y a vraiment eu aucun problème. Mais donc, du coup, en fait, c'est plus quand j'ai fait le coming out de ma conjointe auprès de mes proches, tout le monde a été très bien. Ma mère m'a quand même dit, je me doutais qu'il y avait quelque chose. Et j'étais là, genre, mais attends, moi, ça fait... à ce moment-là, ça faisait 7 ans qu'on était ensemble, 7-8 ans. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble, moi, je le savais pas, mais toi, tu le savais. Admettons. C'est ma mère, ça. Et du coup, c'est toi qui l'as fait pour elle ? Auprès de mes parents, de ma famille. En fait, c'est proche à elle, c'est majoritairement elle qui l'a fait. Ou parfois, genre, la famille éloignée, ça peut être genre ses parents. Enfin, bref. Et par contre, ma famille, ça avait pas de sens qu'elle les appelle. Tiens, au fait, belle maman. Donc ça avait plus de sens que ce soit moi. Et c'est les seuls coming out que j'ai vécu. Et on a toutes les deux l'avantage d'être dans des contextes où, de vivre avec des gens, d'avoir créé des réseaux qui sont ouverts à ça. Parce que pour le coup, tu vois, je relate par rapport à Lisa. Bien sûr. Lisa, elle voulait faire son coming out à ma famille. Ok. Tu vois, parce qu'elle a aussi une relation avec ma famille. Tu vois. Bien sûr. Enfin, là, je parle de ma mère et de la famille de cœur proche. Ouais, bien sûr. Elle a sa propre relation avec elle. Du coup, ça aurait été déconnant que moi, je le fasse à sa place, tu vois. Oui, c'est une décision qu'on a prise ensemble. C'est ça. C'est ça que je voulais savoir. Tout à fait. C'est une décision qu'on a prise ensemble. C'est absolument pas mon taf de faire son coming out pour elle. Donc, sur nos groupes de potes où l'amitié était plutôt chez moi au départ, pour la famille de mon côté, parce que même si elle a une relation avec eux, parce que ça fait 7 ans, c'est pas une relation dans laquelle tu prends ton téléphone et t'appelles belle maman pour lui dire que finalement t'es trans, en fait. Donc, c'est moi qui leur ai annoncé. Et puis ensuite... Puis c'est super mignon, parce que là, du coup, ma mère, pour Noël, elle me fait « Mais est-ce que tu crois que ça lui ferait plaisir que je lui offre une carte cadeau Sephora ?» Parce qu'en fait, là, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, du coup, ma conjointe on est à sa 2e, 3e année de transition. Et donc, elle est un peu à la phase collège des femmes cis. Il faut de la paillette, il faut faire tous les tests possibles du maquillage, il faut des gros crayons noirs en dessous et tout. Donc, le maquillage, le parfum, le vernis, c'est un stock qui se remplit encore continuellement. Et donc, ma mère, sachant ça, a dit, tiens, la carte cadeau Sephora. Et donc, c'était tout mignon, tu vois. Bah oui, c'est trop mignon. Nous, on est à la phase là où...
je peux pas raconter l'intimité de Lisa quand même, mais elle a fait donc vernis à Bien bas à sûr. balle en premier, laisse tomber. Le maquillage, on en a beaucoup parlé. Là, elle est dans la phase où le corps change beaucoup. Et donc, la première vague de vêtements, en fait, commence à ne plus aller. Oui, tout à fait. Et donc là, on refait un stock de vêtements, quoi. Ouais. On commence le premier tri parce que là, elle va arriver sur son 2e anniversaire de transition. Mhm. Et c'est là que ça revient. Donc, c'est aussi intéressant de dire « Ah, bah ça, je le passe plus. » Ouais. Et il y a aussi le truc de Lisa est passée aux injections. D'accord, ok. Donc, en fait, Ça va plus vite, du coup. Ça va vachement plus vite. En fait, elle prenait pas les ostros en gel, ça ne rentrait pas, en fait. Elle avait des taux très bas. Et donc, du coup, elle voulait... elle comprenait pas. Et toutes ses copines trans, ça avançait vachement plus vite qu'elle, quoi. Et donc là, ça fait quoi ? Ça fait presque un tout petit peu plus d'1 mois là, qu'elle est sur les injections. Et mais laisse tomber, quoi. Ça change hyper vite son corps. Et donc là, elle a un peu la sensation de... elle commence à mettre sa transition de corps, quoi. Ouais. Et donc là, elle s'éclate. C'est trop chouette. Ouais. Et pour les fringues, nous, on tourne beaucoup à Vinted parce que, elle comme moi, nos poids sont pas stables. Ouais. Et du coup, plutôt que de faire de la surconsommation pour un truc qu'on gardera que quelques mois, carrément. Donc on tourne beaucoup à Vinted, puis comme ça, on se ruine pas. Ouais, carrément. Nous, on fait ça. Et puis, on fait aussi, dans notre association LGBT très, très locale, en fait, régulièrement, avant les réunions, on amène chacune un sac de ce qu'on veut plus. Ça peut être des vêtements, ça peut être des accessoires. Fun. Ouais. Et là, elle a récupéré plein de godasses. Mais incroyables, en plus. J'avoue, les chaussures aussi, j'ai parlé du vernis, du maquillage. Les talons. T'es là, tu vois ta meuf qui s'achète des talons de 15 cm, genre le truc que toi tu portais lycée, fac, et puis, je sais pas si toi t'es passé par là, mais non. moi j'ai eu cette phase-là, et ensuite j'ai rencontré les docs, et depuis, tu me remets plus sur talons. Et elle passe là-dessus. Le truc, c'est qu'elle est déjà grande. Ok. Donc moi, j'étais là, genre, ok, ma tête est dans tes boobs maintenant, là. Qu'est-ce qui se passe ? Ma géante. Ma tête est sur son ventre, du coup, parce que je suis souvent en fauteuil roulant. Oui, alors c'est quand, vrai, quand elle a ses talons de drag queen, je dis ah non, mais laisse tomber. J'adore. Oh ouais, elle est trop canon. J'adore. Et puis, il y a un côté... moi, ça me donne vraiment l'impression genre, du collège. Et du coup, de revoir ça, mais avec nos yeux d'adultes, et de voir une personne adulte pouvoir passer par ça. Ouais. Enfin, le truc, c'est que moi, j'ai vu ma conjointe, on s'est rencontrés, elle était sur une dépression extrêmement intense. Okay. Je ne l'ai connue qu'en dépression, jusqu'à sa transition. Et le sourire, c'est être enfin en accord avec qui t'as toujours été, mais qu'on t'a pas laissé être, et que tu t'es pas laissé être parce qu'on t'a pas laissé l'être. Ouais. C'est magnifique de voir une personne en transition, en fait. Peu importe son âge, peu importe son parcours, cette joie, c'est juste incroyable. Ouais, mais le temps qu'elle passe dans la salle de bain... Oh là, laisse tomber, on attend toujours les mêmes. Hein. Puis le visage qu'elle a devant le miroir, c'est vraiment ce sourire incroyable, quoi. Ouais. Puis elle est belle, mais elle respire la beauté et les phases d'euphorie. Ouais, et puis la confiance en elle qui arrive, là. Oh là là. Ah, c'est génial. Trop canon. Quand elle rentre après être allée faire des courses et qu'elle n'était pas particulièrement habillée ultra féminine ou ultra maquillée ou quoi, et qu'on lui a quand même dit merci madame, et c'est trop chouette. Ouais, grave. C'est trop chouette. Ouais. Je me sens tellement privilégiée d'avoir accès à ça et qu'elle me laisse vivre ça avec elle. Ouais, carrément. On a beaucoup de chance. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une relation amoureuse ou amicale positive et comment cette personne te rend heureuse ? Alors, je viens d'en faire beaucoup déjà sur ma conjointe, donc je vais partir sur quelqu'un. Je pense que je vais partir sur ma meilleure amie. Oui. Qui est une personne incroyable. On se connaît depuis 15 ans maintenant, voire même un peu plus. On s'est vu grandir. Elle a toujours été là. Elles s'entendent très bien avec ma conjointe aussi. Elles ont leur propre relation, ce que je trouve génial. Ah, génial. Donc, ce que je trouve très, très chouette. Et malheureusement, on ne se voit plus beaucoup parce que j'habitais à Paris et puis je suis partie de la région parisienne après 2020. Et elle y est encore. Mais, enfin, elle m'a fait une boîte de grossesse quand elle a appris. Enfin, c'est
c'est un amour, quoi. Je sais pas comment dire plus de choses que ça. Enfin, on parle de livres tout le temps. Pendant longtemps, on parlait de garçons parce que c'était pas forcément simple. Enfin, moi, j'étais là posée dans ma relation à long terme et puis j'avais le droit à ces histoires de cœur et tout. J'ai vraiment ma sœur aussi, j'ai un frère et une sœur et ce sont tous les deux des personnes incroyables. Leurs conjointes sont des personnes incroyables. Là, ma sœur, elle se marie bientôt là, avec sa personne. Et puis, donc c'est ma petite sœur, mais très courageuse. Enfin, c'est elle, pour le coup, dès le départ, ça fait longtemps qu'elle sait qu'elle est bi. Okay. Donc c'est elle qui a fait son coming out à mes parents la première fois qu'elle s'est retrouvée avec une personne, du coup, justement, avec sa personne actuelle, parce que c'est une personne non binaire. Okay. Et donc c'est elle a fait son coming out à mes parents et autant moi, je suis arrivée derrière en mode, j'avais plus rien à faire, quoi. Mais bon, il y avait pas grand chose à faire là-dessus. Mes parents sont pas forcément parfaits, loin de là, mais au moins là-dessus, sur les sujets queer, ils sont plutôt pas mal. Et donc du coup, je l'ai vue grandir parce que c'est ma petite sœur, je l'ai vue devenir la personne qu'elle est, avec ses opinions, avec sa force de caractère, avec son humour. J'ai tellement de chance d'être entourée par ces personnes-là. Trop bien. Est-ce que tu as une histoire en lien avec le monde du travail et avec ta queerness qui soit positive? Alors moi, donc, comme je te disais, je suis indépendante. Ouais. Et en fait, je travaille avec la même entreprise depuis que j'ai commencé mon travail de freelance. Donc, je travaille avec cette entreprise en gros à mi-temps. C'est une entreprise qui est basée aux Pays-Bas. Okay. Et l'équipe avec laquelle je travaille, donc c'est à peu près les mêmes personnes depuis 3 ans. Et en fait, on s'entendait déjà très bien. Mon équipe proche, c'est 2 femmes super chouettes. On s'entendait déjà très bien. Et en plus, elles ont toutes les deux eu un bébé, genre chacune à 6 mois d'intervalle l'année dernière, l'année d'avant. Okay. Et comme on s'entend bien et on s'est raconté beaucoup de choses, à un moment, je leur avais parlé de notre projet de grossesse. Et puis, de fil en aiguille, il y a tout un contexte sur pourquoi on fait une PMA, etc. Et donc, encore une fois, mon coming out, en fait, c'est leur dire que finalement, quand tu parles de mon partenaire, en fait, c'est ma partenaire et le prénom maintenant, c'est ça. Et elles étaient juste trop mignonnes. Donc, maintenant, c'est juste posé. C'est des gens avec lesquels, c'est des personnes avec lesquelles je me suis vraiment sentie en sécurité et on a partagé suffisamment de choses, que ce soit en termes de santé mentale, que ce soit en termes de difficultés, mais aussi de positifs, pour savoir que ce serait safe, en fait. Trop bien. Est-ce que tu as un message positif à faire passer, Juliette? Alors déjà, je vais redire, si tu es une personne trans qui n'est pas une connasse ou un connard, juste, voilà, on t'aime, tu es valide, tu es merveilleuse et c'est un privilège de pouvoir voir ta transition. Donc n'écoute pas les abrutis, n'écoute pas la minorité qui hurle. Tu es incroyable. Donc déjà, je vais commencer par ça. Ensuite, ça fonctionne évidemment pour tous les types de queerness, mais je pense que c'est important de vraiment mettre en avant l'aspect trans parce que tout le monde vous dit aujourd'hui trans, non, vous êtes parfait. Et en fait, le message positif, c'est ça, c'est ce que j'ai vraiment découvert avec mon parcours et avec le parcours de ma compagne, c'est surtout une majorité silencieuse. En fait, les gens veulent t'aider, sont contents pour toi. La majeure partie des gens sont juste heureux que tu sois heureux. Ouais. Et les autres, on va tous les faire cramer, donc c'est pas grave. En tant que personne cis, choisie pour faire partie de la vie d'une personne trans, merci de nous choisir et merci de nous donner ce privilège de vous voir être vous-même, de vous voir grandir en vous-même. Merci de nous partager votre joie, en fait. Ouais. On a vraiment beaucoup de chance de voir ces euphories de genre dans les yeux des personnes qu'on aime. C'est ça. Et on a tellement de chance de pouvoir voir les personnes qu'on aime être vraiment heureuses à 100%, parce que c'est quelque chose qu'on ne comprendra jamais en tant que personne cis. Ouais. Mais c'est vraiment un tout petit pas. Parce que
les gens négatifs vont être je comprends pas. Mais en fait, déjà d'une, on n'a pas besoin de comprendre. Genre, ça change absolument rien à nos vies. Et de deux, c'est un si petit pas de prendre l'empathie et de voir juste la joie d'une personne qui est enfin elle-même et qui souffre plus, ou du moins qui souffre plus de ça. Ouais. Qui est une souffrance en fait qu'on peut pas comprendre, que tu peux avoir toute sa vie. Enfin, ta partenaire comme la mienne ont fait leur transition relativement tard, parce qu'on parle autour de la trentaine. Ah ouais, carrément. Et du coup, ça veut dire que c'est des personnes qui ont souffert, et ça faisait partie d'ailleurs du coming out de ma compagne. C'était en fait, peu importe que tu comprennes ou pas, juste remarque que je vais bien, vois que je vais bien. Et c'est tout ce qu'on te demande. Et en fait, c'est les paillettes dans les yeux, genre c'est un vrai truc, tu vois. Carrément. Donc merci de partager ça avec nous. On parle de coming out, mais c'est vraiment, je sais plus, j'avais vu ça sur internet quelque part, c'est un welcome in en fait. Merci de nous accueillir là-dedans. La prochaine question, on a déjà pas mal répondu, mais je pense qu'on a d'autres choses sous le talon. Est-ce que tu aurais des ressources, des livres, des vidéos, des podcasts, des comptes de réseaux sociaux à nous recommander qui soient queer et positifs, au moins pour toi? Alors, réseaux sociaux, j'avoue que j'ai totalement coupé. Ok. Donc, je suis plus du tout sur les réseaux sociaux. Des fois, je vais avoir un peu de thread qui remonte, mais ça apporte... c'est assez intéressant d'avoir un algo thread positif, parce que du coup, très régulièrement, je vois des gens poster des photos de leur transition et je trouve ça trop mignon. Je mets mon like et je suis contente de pouvoir mettre un petit cœur dans leur vie. Sinon, en créateur de contenu, alors pareil, je vais être plutôt sur du non français, mais j'ai vu récemment une vidéo d'une personne qui fait entre autres du stand-up, mais aussi de la poésie, une personne non binaire qui s'appelle Alok. Oui, Alok Vemenon. Exactement. Oui. Qui a fait, comme je suis abonnée à sa newsletter, qui a fait un sermon pour la journée de la visibilité trans, qui était incroyable, j'ai chialé devant. Donc vraiment très très bien. Je ne suis pas quelqu'un de religieux, mais c'était parfaitement dit, écrit, fait, c'était parfaitement reçu aussi. C'était super chouette. Ouais. Sophie Hagen, que j'ai connue plutôt au départ pour l'activisme gros et en même temps aussi stand-up. Donc c'est une personne également non-binaire, je crois, d'origine danoise, qui a vécu au Royaume-Uni, qui là, je crois, est retournée au Danemark, qui a écrit 2 livres extrêmement intéressants, un sur le poids et l'autre sur la sexualité. J'ai pas les titres en tête, puis de toute façon, je crois qu'ils seraient en anglais, donc Sophie Hagen. Ok. Tu l'écris comment? Sophie-Hagen. Hagen. Ok, merci. En termes de littérature, c'est vrai que je t'ai sorti pas mal de trucs. Je rajouterais Tasha Suri, donc T-A-S-H-A-S-U-R-I, qui est actuellement en train d'écrire une trilogie basée sur des mythes indiens où le couple principal est 100% lesbien et c'est magnifique. Ok. Donc, il y a de la magie et il y a des lesbiennes, donc c'est parfait. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Qui me demande le peuple? Ouais, voilà. C'est sûr qu'il y en a d'autres, mais là, c'est les premières choses qui me viennent. Tu me disais en off, tu parlais de Florian Soulas. Je te parlais en off de Florian Soulas, qui écrit d'excellents bouquins de science-fiction et fantastique. Donc, très bonne autrice là-dessus. Ok. Où là, on n'est plus vraiment sur du queer, mais on est sur des personnages féminins extrêmement forts, mais extrêmement bien écrits, sans être dans le cliché de la femme forte, nana. Ok. Et pas toujours à être mis dans une relation de couple hétéro ou quoi. En fait, ce qui est important, c'est leur histoire à elle. Est-ce que tu as un ou une prochaine invitée à me recommander? Galad? Oui. Ouais, j'aimerais trop l'interviewer, Galad. Ouais. Parce qu'avec un peu de chance, elle viendrait même avec un gâteau. Mais grave. Histoire de moine et de robot par Becky Chambers. Très doux. On aime quand c'est doux.
Ouais. Il y a besoin de lire des contenus queer qui soient doux. Donc, dans ces cas-là, parce que dans ce que j'ai dit, il n'y a pas que du doux. Donc, Becky Chambers, c'est très chouette, c'est très doux. Et TJ Klune, c'est très chouette, c'est très doux. Ouais. Quand on veut lire du queer positif. Est-ce que tu as envie de dire merci à un ou une inconnue? Alors, du coup, pour revenir, encore une fois, je fais que de me répéter, mais le cerveau de grossesse, je vais dire merci aux 3 personnes de l'état civil de ma mairie. Ouais. Pour être merci d'être aussi chouette et merci d'être autant à l'écoute. Ouais. On n'a pas parlé de parentalité. Est-ce que c'est quelque chose dont tu veux parler ici? J'y suis pas encore. Ouais. Est-ce que tu te... Alors, j'ai eu plein de versions de ça à côté de moi, autour de moi. Je sais que j'ai une copine qui voulait absolument pas se renseigner en mode laissez-moi la surprise et je veux galérer comme je veux galérer. Et il y en a d'autres qui étaient ultra renseignés. Qu'est-ce que c'est, toi, ton rapport à ta future maternité? Alors, c'est beaucoup la tête dans le sable à ce stade. Ouais. Comme ça, pour le coup, je te le disais plutôt en off, mais pour info, la cousinade se remplit bien et donc 2 de mes belles-sœurs sont actuellement enceintes ou alors viennent d'avoir des bébés. Et donc, du coup, j'ai pu voir un peu de loin la parentalité. J'ai pas tant que ça de parents. Enfin, j'ai mes 2 collègues aussi qui ont eu leur bébé. Donc, et malheureusement, pour l'une des 2, c'est très compliqué pour elle. Et ça se passe très bien pour l'autre. Donc, j'ai un peu un spectre là-dessus aussi. Moi, je suis encore un peu la tête sous l'eau. C'est-à-dire là, on en est 5 mois et demi. On n'a pas encore fait la chambre. C'est aussi, nous, on doit apprendre un peu à devenir des grandes personnes parce qu'on vivait un peu comme des grandes ados. Donc là, c'est aussi se dire, faut qu'on libère une partie de nos choses pour qu'il y ait une place pour le bébé aussi. Ouais. Je pense que je me renseignerai, mais je suis encore tellement dans cet état d'esprit de j'ai eu trop de chance, ça aurait pas dû m'arriver, j'attends que la chance tombe. Et c'est stupide, hein. Mais pour l'instant, je suis encore un peu là-dessus. Après, depuis que je le sens bouger, ça change quand même beaucoup de choses. Ouais. Ça s'arrête pas. Future star de Danse avec les stars. J'ai jamais regardé, mais... Trampoline. Ah, mais laisse tomber. Moi, j'ai vraiment l'impression de breakdance. Genre, il est sur sa tête et il tombe. Trop bien. Non, c'est intéressant si tu veux continuer là-dessus parce que je pense que dans quelques mois, tu pourras réécouter ça et ça sera vraiment intéressant aussi, tu vois. Ouais, non, c'est... Déjà, en fait, il y a une grosse dissonance sur le côté... D'un côté, je sais que je suis enceinte factuellement, je le vois, je le sens, etc. Mais j'ai du mal à me faire à l'idée que moi, en tant que personne, je puisse être enceinte. Avec mon historique, avec le fait que, littéralement, j'ai jamais eu à m'inquiéter d'une grossesse parce que j'ai jamais pu avoir de rapport avec pénétration. Du coup, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu. Quand j'étais petite, j'ai jamais eu de... Mes rêves, c'était pas professionnel, c'était même pas en termes de couple, mais je savais que j'aurais au moins un enfant. C'était vraiment la chose que je voulais. Bon, je pensais que j'adopterais, mais ça marche comme ça aussi. Et ouais, ça me fait bizarre de concilier tout ça, en fait. Ouais. Que j'ai acheté Devenir maman pour les nuls parce qu'apparemment, il est très bien. Qui a été écrit par une sage-femme, entre autres, et une psychologue, je crois. Et mon objectif, en fait, j'ai attendu la fin du premier trimestre pour acheter, parce que, pareil, j'y croyais, encore une fois, j'y croyais pas. Et là, je me dis, le congé mat, je vais probablement me rentrer un peu plus là-dedans. J'ai pas encore commencé, parce que une de mes collègues me dit, t'inquiète pas, t'es bientôt en phase de nidification. Ouais. J'y suis pas encore. Ouais. Et je suis pas quelqu'un qui nidifie par défaut, donc je sais pas ce que ça va donner. Mais je pense que c'est une fois que j'arriverai là-dessus aussi. Donc là, pour l'instant, ouais, c'est vraiment juste apprendre à vivre avec notre petit bonhomme, parce qu'on s'est mise d'accord sur le prénom, donc on lui parle avec son prénom. Mais sinon, c'est ça la mèche. Ouais, sinon c'est ça la mèche. Mais ouais, typiquement, hier soir, elle m'a acheté ce collier-là. C'est les bolasses de grossesse, je connaissais pas du tout.
Et elle a acheté ça hier pour qu'on crée de l'interaction en fait avec le petit bébé. Donc après, je suis vraiment quelqu'un qui fonctionne comme ça. Je me retrouve avec entre guillemets, des grosses décisions de vie que je vais pas réfléchir tant que ça avant. Je sais pas me projeter. En fait, j'arrive pas à me projeter. Et donc ça, je l'ai vu pour des choses aussi petites que genre, je me fais un tatouage parce que j'ai envie de le faire. Et ensuite, 2 jours après, je suis là, genre, est-ce que j'ai pas fait la plus grosse connerie de ma vie? Je l'ai fait avec l'enseignement. Et pourtant, je me suis vraiment préparée. Tu vois, c'est un concours, c'est un changement professionnel, mais à aucun moment, je me suis projetée dans ce que ce serait d'être enseignante. J'arrive pas à me projeter. Donc, je vais voir ce que ça donne avec la grossesse. Je vais pas forcer non plus. Je pense que je vais lire parce que, comme tu dis, j'aime bien être informée, comme toi, mais je pense pas que j'arriverai à me projeter de ça. Donc, on verra. Il y a les cours de préparation à l'accouchement, je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Si, avec la sage-femme, on a commencé. Ok. Il y a plein de choses qui sont possibles. Il n'y a pas que avec la sage-femme. Ça peut être de l'hypnose, ça peut être de la pressothérapie, ça peut être un truc, j'ai oublié tous les noms, mais en gros, il y a un truc où ta conjointe aussi peut interagir avec l'enfant. C'est incroyable. Okay. En gros, si elle appuie sur toi à un moment, le bébé peut se mettre sous sa main. Enfin, c'est genre adorable. Tellement mimes, quoi. Là, elle vient de commencer à la sentir. À le sentir. Ouais, trop bien. Il y a plein de trucs qui peuvent se passer en préparation à l'accouchement. Et moi, il y a comme tu lis, il y a un truc, je sais pas si je peux te dire ça, t'es pas obligé de... Tu peux me dire conseil non consenti. Pour l'instant, ça va, je prends les infos. C'est quoi? Conseil non... Je sais plus ce que c'est l'expression, mais on s'en fout. Mais moi, j'ai pas du tout aimé les bouquins. J'en avais plein, mais j'ai pas du tout aimé les bouquins pour les mamans. Vraiment, je les trouvais tous anxiogènes, même les plus bienveillants possibles. Tous anxiogènes. Par contre, passion des livres pour les papas. Sérieux? Non, mais c'est abusé. Oui, parce qu'il faut les protéger, les pauvres hommes. Exactement. Sinon, ils vont fuir. Et donc, j'ai genre 4 bouquins de vous allez devenir papa, c'est trop bien, vous allez voir, c'est trop cool. Et oui, votre femme ou votre conjointe, elle va subir ça. Comment vous pouvez l'accompagner et tout ça. Et en fait, tout est positif. Oui, parce qu'il faut les protéger. Voilà. C'est fragile, un homme. Oui, c'est ça. Et en fait, j'ai adoré ces bouquins. J'ai adoré ces bouquins-là. Ok, écoute, si jamais je rentre dans le devenir maman pour les nuls et que je vois que, effectivement, comme tu dis, c'est anxiogène, peut-être que je reviendrai vers toi si c'est ok pour te demander des références. Carrément. Et non, le conseil est tout à fait accepté. Hein. Je pars de tellement loin. Je repense à la meilleure amie Lisa qui était enceinte, mais genre bien enceinte. Et elle me fait, je lui dis, je te spoil des trucs ou pas? Elle me fait, ah non, je veux rien savoir. Ça me fait trop rire. Moi, pour l'instant, le truc que je sais, quoi qu'il arrive, c'est je prendrai une péridurale, les potes. Déjà, avec un vaginisme, une endométriose, je veux même pas prendre le risque. Oui. Et puis, genre, la possibilité est là. Donc, mais sinon, c'est vrai que sur la parentalité, en termes de parentalité, la seule chose sur laquelle... il y a eu des choses dont on a déjà parlé. Déjà, la discussion du fait d'avoir 2 mamans, dont une trans. Comment on veut aborder ça. Et puis, surtout, ce qu'on s'est dit, c'est... il y a eu des défauts dans nos éducations. Et toujours, d'un côté, je sais que mes parents ont fait de leur mieux. De l'autre, ça m'a quand même fait mal sur plein d'aspects. Et pareil pour ma conjointe. Et donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on veut au moins éviter ça. Donc, on sait qu'on va chier des trucs. Mais au moins, ces aspects-là, et c'est majoritairement des aspects d'écoute et d'empathie, de valider les émotions de ton enfant. D'écouter ton enfant et de valider ses émotions. Ce que nos parents, à toutes les deux, pour le coup, n'ont pas été capables de faire. Là, je crois qu'on arrive sur des générations qui vont être de plus en plus... normalement, de moins en moins traumatisées par leurs parents, parce qu'on est de plus en plus à être genre en thérapie. Donc, je pense que ça va avoir un impact. Mais donc, là-dessus, on est d'accord. Ça va être beaucoup de communication, ça va être beaucoup de curiosité. Ça va être ne pas forcer le gamin à aller faire la bise à la famille s'il ne veut pas. Et ça, on le sait. Donc ça, on a commencé à en parler. Et ça, on commence à le projeter aussi. Ça ne va pas être pour tout de suite, parce que les 2 premières années, ta façon de communiquer avec ton enfant est quand même beaucoup plus restreinte.
Ouais, mais tu peux déjà poser les bases pour ton entourage, tu vois. C'est ça. En fait. C'est ça. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on va essayer de faire. Donc, on va essayer, c'est notre objectif. On sait aussi que les opinions des gens sur la parentalité, c'est anxiogène. Ouais. De toute façon. Tout le monde a une opinion. Mais en même temps, tout le monde a une opinion sur le fait qu'on soit 2 femmes en couple avec un enfant. Enfin, en vrai, on s'en fout. Donc, nous, on va faire de notre mieux. On sait qu'on va rater, forcément. Mais notre objectif, c'est de rater le moins possible et surtout de ne pas rater comme nos parents ont raté pour nous. Ouais. Est-ce que tu connais cette chanson d'Oldelaf, Les enfants? Non. Les enfants, rien qu'avec les cons qu'ils sont malheureux. Mais, elle est très très belle cette chanson. On va essayer d'être le moins con possible. Ouais. On va l'être, hein, c'est sûr. On sait qu'on va chier quelque part, mais on sait pas où. Forcément, mais encore une fois, c'est déjà bien de savoir, parce que moi, ça fait des années que je suis en thérapie. Ma conjointe, elle est majoritairement depuis sa transition, puis c'est beaucoup des conversations qu'on a eues ensemble. On sait ce qui a péché pour nous. Ouais. Et c'est ultra important de le savoir, parce qu'en fait, nos parents, c'est les mêmes choses qu'on péché via leurs parents, etc., sauf qu'ils ne le savent pas. Ils ne se sont pas posé la question, parce que ça ne faisait pas partie de leur génération, en fait. Ouais. Je généralise, hein, mais je dis nos parents, je ne sais pas si c'est le cas avec les tiens, mais de base, les parents de cette génération-là, et encore plus nos grands-parents, etc., t'as vraiment des traumatismes générationnels, hein, c'est pas des bêtises. Et du coup, nous, ce qu'on veut, c'est sortir de cela. Ouais, casser le cycle. Casser le cycle sur cela. Ouais, carrément. Et c'est de dire, écoute, moi, ce qui a été le plus dur, ça a été vraiment de ne pas me sentir entendue, de ne pas me sentir écoutée. Et donc, je veux pas que mon enfant passe par ça. Ouais. Et pour ma conjointe, ça va être un peu ça aussi, parce que du coup, ça allait aussi avec sa notion d'être une personne trans et de ne pas avoir été écoutée, donc d'avoir été... on l'a rendue muette, quoi. Donc, ça va être vraiment essayer de sortir de ça. Trop bien. Eh ben, dis donc, c'était tellement riche comme conversation. Trop, trop cool. Merci beaucoup. Merci à toi, j'adore les discussions entre copines. Ouais. Puis on a des parcours qui sont tellement similaires. Ouais, c'est trop bien. C'est super chouette. Carrément. C'est avec plaisir de se revoir tout ça. Et puis, hâte de rencontrer Salamèche. Ah mais bien sûr. Trop hâte. Trop bien. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Le podcast Ex Hétéro, etc. n'a pas de rythme régulier. Vous pourrez me retrouver quand les planètes seront alignées en termes de météo, santé physique et mentale, dispo des invités et bien d'autres facteurs encore. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Blue Sky, TikTok et YouTube Short. Je vous y partage les nouveaux épisodes, les recommandations et quelques extraits. En bonus, des contenus queer et positifs trouvés ici ou là. C'est une boîte à idées virtuelle de contenus queer et positifs à picorer quand vous en avez besoin. Vous pouvez écouter les épisodes d'Ex Hétéro, etc. sur les plateformes suivantes: Spotify, Deezer, YouTube avec les sous-titres, Podcast Addict, Apple Podcast, Audible, Acast, AntennaPod en open source et bien d'autres. Le mieux est encore de suivre le lien Linktree que je maintiens à jour. Là, vous avez tout. Il y a même les interviews que j'ai pu faire en dehors du podcast, partout où je suis invitée. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire à podcast.exhetero.etc@gmail.com. Je voulais vous dire un énorme merci. J'adore recevoir tout plein de cœur chaque jour. Ça m'aide beaucoup à avoir la force de réaliser tout ce contenu numérique gratuitement. Plein de bisous et à bientôt.